Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président, monsieur le rapporteur de la commission des finances, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous débattons cherche à répondre à la crise sanitaire par l'octroi d'aides au logement destinées à lutter contre la pauvreté et son aggravation. Elle prévoit également de modifier le calendrier de l'exonération de la taxe d'habitation pour financer cette mesure. Le dispositif consiste à verser aux bénéficiaires des aides personnalisées au logement un complément de montant de 100 € par mois jusqu'à 3 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Il entame par ailleurs repousser de 2022 à 2023 l'entrée en vigueur de la mesure portant de 30 à 65 % l'exonération de la taxe d'habitation pour les 20 % de ménages les plus aisés, et aussi de 2023 à 2024 la suppression de la taxe d'habitation pour ces mêmes ménages. L'article 1er instaure le complément de 100 €, soit une augmentation de 65 à 100 % du montant des APL pour les étudiants ayant droit et de près de 50 % du montant moyen des APL, 225 € pour 6,6 millions de foyers concernés. Cette aide massive s'appliquerait dès la promulgation du texte en urgence. L'article 2, quant à lui, modifie l'article 16 de la loi des finances pour 2020, portant dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale des 20 % de ménages les plus aisés. Il en reporte la deuxième étape de 2022 à 2023 et la suppression définitive de 2023 à 2024. Si je tiens à rappeler que la suppression de la taxe d'habitation est selon moi une erreur à la fois financière et démocratique, je ne pense pas qu'il soit judicieux de revenir sur le calendrier établi. Les auteurs de ce texte ont aussi voulu apporter une réponse politique à la baisse de 5 € des APL décidée par le gouvernement en début de mandat, et également à la réforme actuelle des APL, insatisfaisante, j'en conviens, et en particulier en ce qui concerne l'accession à la propriété. Si le groupe RDSE approuve la volonté affichée de lutter contre l'aggravation des inégalités dans la crise, la solution ne semble pas vraiment adaptée aux besoins réels des populations. Une étude de l'INSEE, datant de 2016, mais les choses n'ont guère évolué, révélait de fortes inégalités entre les Français, avec 10 % des plus aisés touchant 6,7 fois plus que les 10 % les plus pauvres après impôts et prestations sociales. Les inégalités patrimoniales étaient encore plus fortes, 9,3 millions de personnes ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté. En 2020, 1 million de personnes supplémentaires se retrouvent en situation de pauvreté, soit plus de 10 millions de nos concitoyens. La seule commission des finances n'a pas adopté le texte et, comme une majorité de ses membres, j'émets de fortes réserves sur l'efficacité de l'article 1, car il s'appliquerait uniformément à tous les bénéficiaires des APL, sans condition de ressources et sans prise en compte des spécificités. Or, les personnes vivant sous le seuil de pauvreté sont confrontées à des arbitrages insolubles au quotidien: payer les factures ou manger, payer les factures ou se loger, se vêtir, chauffer son logement ou encore se soigner, payer l'assurance, le transport, les impôts ou les crédits en cours. Le reste à vivre diminue comme un pot de chagrin en raison de la part prépondérante des dépenses de logement, le loyer représentant en moyenne 36 % des dépenses des moyens précaires. Dans ce texte, rien ne vient garantir que les 7 milliards d'euros que coûterait cette mesure seraient véritablement utiles pour lutter contre les inégalités. Elle entraînerait à coup sûr un effet de seuil considérable entre les bénéficiaires de cette mesure et ceux qui ne le seraient pas. C'est pourquoi le groupe RDSE n'approuvera pas dans sa majorité cette proposition. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Éric